Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur Civilisation 5D sur l'émission du lundi, la première émission où on va parler d'ontologie. Alors j'ai le plaisir d'accueillir avec nous le docteur Franck Athème. Bonjour. Bonjour, salut Mathieu, quel plaisir de te Bonjour. revoir. Merci de venir tous les lundis avec nous. Donc pour cette première émission aujourd'hui sur Civilisation 5D où on va parler d'ontologie. Alors, beaucoup vous connaissent en tant que président de l'université francophone de haute métaphysique et métaphysique opérative. On l'appelle plus communément l'UFM, hein, l'université francophone de métaphysique. Alors, est-ce que vous pouvez aujourd'hui, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous présenter et expliquer ce que l'ontologie veut dire? Et je rappelle que vous êtes docteur en ontologie. Oui. L'ontologie, c'est la science de l'être. C'est la science de l'être, c'est-à-dire de tout ce qui concerne l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être? Écoutez, on est là pour l'expliquer justement, mais tout le monde sait ce que c'est que la psychologie, tout le monde sait ce que c'est que le développement personnel, tout le monde sait à peu près ce que c'est que la spiritualité. L'ontologie, en général, on ne connaît pas, et pourtant, ça regroupe tout ça, et ça regroupe tout ça parce que c'est au-dessus de tout ça. C'est ça qui permet d'expliquer, de comprendre ou de constituer le développement personnel, qui permet d'élaborer la psychologie véritablement, qui permet de savoir sur quelle base on fait de la spiritualité, c'est tout ça. Et donc savoir qui on est, savoir quel est le sens de cette existence et comment vivre, comment être dans cet univers, par rapport à cet univers, quelle relation à l'univers, quelle relation aux autres, etc. En fait, c'est évidemment d'une certaine façon de la psychologie, mais c'est de la psychologie qui est vraie pour tout le monde et d'une façon générale et collective et universelle. C'est pas de la psychologie individuelle. La psychologie, ça consiste plutôt à chercher dans ses problèmes personnels, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que j'ai tel problème, etc. Et ça, c'est une approche qu'on n'utilise pas du tout. Parce que ce qui compte pour nous, c'est de prendre les problèmes au-dessus, c'est-à-dire de prendre les situations dans ce qu'elles ont de métaphysique, de ce qu'elles ont d'universel. Et qu'est-ce qui fait qu'on va finalement avoir confiance en soi ou ne pas avoir confiance en soi, qu'on va avoir peur ou ne pas avoir peur, qu'on va s'attacher à son passé et dépendre et souffrir de son passé ou ne pas souffrir de son passé. C'est ça qui compte le plus. Et ainsi de suite, évidemment. Et c'est ça qui compte, parce qu'à ce moment-là, on n'a plus besoin d'aller fouiller dans son passé ou d'aller chercher dans ses caractéristiques personnelles pour comprendre ce qu'on doit faire dans l'existence. Ce sont des lois, des grandes lois, des véritables lois universelles qui sont vraies pour tout être humain, et pas seulement pour les êtres humains d'ailleurs, puisque, bon, on s'en rendra compte aussi petit à petit, il n'y a pas de grande différence entre les attitudes psychologiques, les approches que peuvent vivre d'autres êtres ailleurs que sur la Terre. C'est quelque chose de très universel. Et donc, c'est ça qui détermine ce que c'est que la spiritualité, comment on va faire pour faire de la spiritualité véritablement et efficacement, utilement, sans tourner autour du pot, sans chercher tout le temps, sans se demander si c'est ça ou si c'est autre chose, ou de faire de développement personnel en sachant exactement ce qui se passe. Parce que pour tout ça, il faut connaître ce que c'est que l'esprit. C'est difficile de faire de la psychologie si on ne sait pas ce que c'est que l'esprit. Or, aucune science aujourd'hui, officiellement, n'explique ce que c'est que l'esprit. Évidemment, la haute métaphysique, c'est son domaine. Mais ce n'est pas considéré comme scientifique, alors que c'est en fait beaucoup plus scientifique que les autres sciences qui sont matérialistes parce qu'elles s'intéressent, elles étudient les choses de l'extérieur. Elles essayent de régler les problèmes comme si c'était des problèmes objectifs. Or, ce n'est pas le cas. La réalité, c'est d'étudier l'être profond, la réalité de soi. Une fois qu'on a compris la réalité de soi, eh ben, on est armé pour pouvoir résoudre les autres problèmes dans son existence, comme pour bien d'autres choses, en fait. Voilà un peu ce que c'est que l'ontologie. Alors bon, le doctorat en ontologie, c'est la version francophone d'un diplôme honoris causa qui est assez répandu dans les pays anglo-saxons et qui n'est pas un doctorat sur les connaissances acquises ou même sur le fait d'enrichir des connaissances acquises. C'est quelque chose qui ne s'attribue que lorsque les gens ont fait leurs preuves d'une façon continue pendant des années pour rendre service aux autres, pour aider les autres dans leur réalisation et dans le fait de se découvrir eux-mêmes, dans des voies de guérison diverses, mais toujours en s'appuyant sur des principes métaphysiques
parce que sans la métaphysique, l'ontologie ne veut rien dire. L'ontologie, c'est la pratique de l'être. La métaphysique, c'est la compréhension de ce que c'est que l'être, ce que c'est que soi, ce que c'est que l'univers, ce que c'est que la conscience, etc. Et tant qu'il n'y a pas ça, eh bien, on patauge, évidemment. Et donc, l'ontologie, c'est la psychologie de la 5D, de la 5e dimension. La psychologie, c'est 3D, puisque c'est attaché à l'objectivité, à la relativité, à l'apparence, au passé, etc. Et la métaphysique, c'est la science de la 5D aussi, puisque au lieu d'étudier ce qui est à l'extérieur, ce qui apparaît à l'extérieur de soi et qui est en fait le contenu de notre conscience, eh bien ça consiste à comprendre d'abord ce que c'est que la conscience et ensuite comprendre pourquoi cette conscience crée l'univers. Et c'est donc ça la base de l'ontologie, puisqu'il y en a qui connaissent quand même l'ontologie et qui l'étudient en tant que pensée positive, pensée créatrice, etc. S'il y a un fondement à ce fait que l'esprit crée la matière, eh bien, c'est la métaphysique, c'est la haute métaphysique qui permet de l'expliquer, pas n'importe quelle métaphysique, etc. La haute métaphysique va véritablement aux causes, alors que les métaphysiques, en général, au bout d'un moment, s'en remettent à Dieu ou s'en remettent à quelque chose d'incertain ou à des hypothèses. Ce n'est pas notre cas. Et donc, ici, le lundi, nous allons nous consacré à un domaine ou 2 domaines de l'ontologie, de la connaissance de soi et de la réalisation de soi, parce que c'est la même chose. Si on se connaît, on se réalise, et si on ne se connaît pas, on a du mal à se réaliser. C'est bien évident. Oui, et merci pour cette explication, Franck Hatem. Alors, ce qui est génial en fait avec l'ontologie, c'est que on était la dernière fois ensemble, hein, et puis on se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire comme émission? Enfin, moi, je vous posais la question, qu'est-ce qu'on va faire, de quel sujet on va traiter en ontologie? Et vous m'avez dit, mon Dieu, il y en a une infinité de sujets. En fait, c'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quel sujet comme la musique, le fait de pourquoi est-on guerrier de base, tous des sujets comme ça en fait qui sont liés à l'être, et vous pouvez les développer d'une manière on va dire métaphysicienne, de métaphysicien, et c'est ce qu'on va faire tous les lundis ici. Donc moi personnellement, à titre personnel, hein, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que quand vous dites, par exemple, on va écouter ce que vous dites aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, bon, il est dans le titre, c'est la musique. Mais c'est-à-dire que quand vous le dites, ça paraît tellement évident, enfin pour ceux qui étudient la métaphysique, quand vous le dites, ça paraît tellement évident, mais on n'y aurait jamais pensé soi-même. Donc c'est ça en fait qui est vraiment exceptionnel. Alors je vous laisse peut-être introduire le sujet du jour, et puis après on regarde la vidéo qui dure environ 20 minutes. Oui, bah écoutez, introduire le sujet du jour, il va s'introduire de lui-même. Ce qui compte, c'est que bon, pourquoi la musique? Simplement parce que la musique, ça touche un peu tout le monde, évidemment. C'est pas un sujet trop abstrait, c'est pas un sujet qui fait peur, c'est pas un sujet qui nous remet terriblement en cause, mais c'est quand même un sujet qui nous permet de comprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes, parce que la musique, c'est le propre de l'homme. Les animaux ne font pas vraiment de musique. Par certains côtés, il y a de la musique dans la nature, mais c'est nous qui l'interprétons de façon musicale et non pas leurs auteurs eux-mêmes. Et ça fait toute la différence. Donc oui, parler de la musique, c'est intéressant, comme parler des couleurs, ou parler des sentiments, parler de l'amour, parler de tout ça de choses qui sont des choses qui sont vraies pour tout le monde et qui sont du domaine de l'ontologie, parce que tant qu'il n'y a pas de compréhension de soi, tous ces domaines restent, bon, on peut être chacun dans des cases comme ça et chercher des lois pour chacun de ces domaines-là. Et c'est ce qu'on fait en science en général, on découpe en morceaux et puis on a un problème ici, on va essayer de trouver une théorie pour ce problème-là. Et puis un autre problème là, on va chercher une théorie pour cet autre problème. Alors que tout ça est absolument lié, il y a un seul être, c'est soi. L'être humain, c'est une petite tranche dans l'évolution de l'être. Et dans cette tranche de l'évolution de l'être, il y a des aspects qui sont vrais pour tout le monde. Et c'est à ça qu'on va s'atteler, parce que c'est ça qui nous concerne au premier chef. Et tout le monde aime la musique de toute façon, plus ou moins. Et comprendre pourquoi, en fait, on aime la musique, c'est intéressant, n'est-ce pas? Yes. Yes. Très bien, bravo, bravo. Bon, sans plus attendre, je vous propose de regarder cette vidéo donc en exclusivité pour Civilisation 5D. Merci beaucoup, Franck Hatem. Chacun son tour.
de se ridiculiser. On va voir ça. Alors, hop, hop. Merci docteur Franck Atem DSD pour cette magnifique entrée en matière. Alors, comme vous l'avez sûrement deviné, peut-être pas, aujourd'hui on va avoir le point de vue métaphysicien sur la musique. La musique, ça existe ça? Eh bien, c'est la chose, l'art, la source d'émotion la plus importante. D'après certains sondages ou enquêtes, c'est avec la musique que les gens ressentent le plus les émotions. Plus qu'avec le sexe, plus qu'avec d'autres choses comme ça. La musique, c'est ce qui émeut le plus. Et c'est ce qui permet le plus d'être dans l'instant présent. Parce que quand on est dans la musique, quand on est pris par la musique, on est vraiment présent. C'est une des occasions, il y en a d'autres, mais c'est une des occasions le plus d'être présent à quelque chose. Et pourtant, l'instant présent de la musique, c'est rien. C'est quoi l'instant présent d'une musique? C'est pas une note, c'est pas un son, c'est quoi? C'est rien du tout. Et on est véritablement dans l'instant présent, grâce à la musique, que parce que on a le souvenir des notes qui précèdent, et on s'attend à des notes qui vont venir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est toujours plus ému par une musique qu'on connaît par cœur, souvent, que dans une musique qu'on découvre. Et c'est intéressant parce que c'est un signe que pour être dans le présent, il faut le temps, il faut la mémoire, il faut l'expectative de quelque chose. Sinon, on a du mal à être dans le présent. On ne fait pas un film sur le football, mais ce serait pareil. Si on joue au foot, il faut décider tout de suite. Voilà, j'envoie la balle. Si je ne suis pas dans le présent, ben, je fais n'importe quoi. Mais si je suis juste, et si je fais le geste juste, eh bien c'est parce que j'ai enregistré tout ce qu'il y a avant, et je m'attends à ce qu'il y ait des choses après. Et ça, c'est très représentatif de l'univers. La conscience, elle est présente, l'univers, il est présent. Mais ce présent n'est possible, ne peut être vécu que parce qu'il y a le temps, même si le temps est une illusion. Et le temps est une illusion, mais c'est le temps, c'est la mémoire qui permet d'être dans le présent. Et la musique, c'est vraiment très caractéristique de ça. C'est vraiment la mémoire de la musique qui fait qu'on est dans le présent. Ce qui fait que, pour apprécier la musique, il faut un mental. Il y a beaucoup de gens qui détestent le mental. Ils disent le mental c'est l'ennemi, il faut le bazarder, etc. Oui, mais est-ce qu'ils ont remarqué que sans mental, ils n'apprécieraient jamais la musique? Le mental c'est propre de l'humain. Même si des animaux ont un certain mental, ils ont une conscience totale, bien sûr, mais ils ont des émotions très très fortes. Mais leur mental n'est pas encore très développé. Chez les humains, il est majoritaire. C'est vraiment ça qui domine la vie des humains, c'est les pensées. Et c'est ce mental qui permet qui donne, en tout cas, le sentiment qu'il y a du temps. Les animaux sont beaucoup plus dans l'instant présent que les humains. Les humains, ils sont toujours dans le souvenir, ils sont toujours dans l'attente de quelque chose, ils se projettent, etc. Mais les animaux, pas du tout. On est gentil avec un animal, bon, ok, c'est fait, c'est passé. On est méchant, ok, c'est passé. Il n'y a pas vraiment de suite ni de mémoire utilisée par eux, comme nous pouvons utiliser nos mémoires pour justifier des comportements. Et ce mental donc qui permet d'avoir une vraie notion de temps,
une illusion de temps très importante, très forte, qui a de grandes conséquences dans notre vie, et qui est la raison principale pour laquelle les êtres humains sont capables de construire des choses, sont capables d'élaborer des choses. On peut être des architectes, on peut être tout ce qu'on veut. Et pour organiser des choses, il faut être loin de l'instant présent. Il faut s'attendre à des choses et il faut se souvenir de choses. Il faut donc vraiment s'inscrire dans le temps. Et sans le mental, c'est pas possible. Les animaux ne sont pas inscrits dans le temps comme nous. Les végétaux non plus, bien sûr, encore moins. Alors justement, Franck Hatem, j'anticipe une question de nos auditeurs qui pourraient nous dire, mais il y a des études scientifiques qui ont été faites par rapport aux végétaux auxquels on a présenté de la musique classique, par exemple du Schumann ou etc. Et on a pu remarquer un accroissement, une croissance beaucoup plus rapide qu'à l'habituel. Oui, elles aiment, elles apprécient, mais c'est vibratoire. C'est vibratoire et ce n'est pas la même façon d'apprécier la musique. Les oiseaux aussi chantent, mais ce n'est pas de la musique, véritablement. C'est l'expression de leur espèce en tant qu'oiseaux qui se manifeste d'une forme qui est différente des autres espèces pour qu'ils puissent se reconnaître à distance. Et les végétaux aussi, la musique les imprègne, comme l'amour des gens qui les entourent les imprègne, et leur relation avec les autres les imprègne, avec les autres arbres ou les autres plantes. Mais c'est pas pour cela que on peut parler de musique ou d'intérêt pour la musique. C'est autre chose. Pour nous, c'est vraiment... L'arbre n'a pas de mémoire spécialement. Les vibrations lui arrivent instantanément si ces vibrations sont positives, si elles sont élevées, eh bien, ça va l'aider. Si elles ne sont pas élevées, ça va l'abîmer. Et ça, c'est nous, c'est les humains qui mettons dans la musique des vibrations hautes ou des vibrations basses. C'est pas l'arbre. L'arbre, il ne fait que les subir et il ne peut rien y changer. C'est bien la preuve que toutes les dimensions sont imbriquées l'une dans l'autre, encore une fois. Toutes les dimensions sont imbriquées, elles sont toutes en relation, elles ont toutes une incidence les unes sur les autres. Mais pour nous, c'est un privilège, pour nous humains, c'est un privilège de pouvoir apprécier la musique. Et cela, ce n'est possible que parce qu'on a une mémoire qui est très présente. Et que nous sommes toujours en train d'attendre quelque chose, de nous projeter dans un avenir. Et finalement, ce mental, dont on dit beaucoup de mal souvent, est extrêmement utile, puisque c'est cette projection dans le temps, c'est cette inscription dans le temps qui permet d'être dans le présent. Et notamment avec la musique. Avec la musique, on est vraiment dans une émotion, dans le présent d'une façon complète. On vibre totalement, comme si plus rien d'autre n'existait. Mais s'il n'y avait pas ce mental, eh bien, il ne se passerait rien. Les animaux ne vibrent pas à la musique. C'est pas vrai. C'est pas ça qui les influence. En général, d'ailleurs, ils ne font absolument pas attention. C'est des sons les uns après les autres, ça n'a pas de résonance pour eux. Mais pour les hommes, oui. Pour les humains, oui. Oui, certains animaux, comme on le voit lors de beaucoup de vidéos sur YouTube, peuvent réagir au rythme momentanément, mais ils n'ont pas de mémoire à proprement dit de cette musique. C'est pas du tout le même niveau d'appréciation que l'humain, qui a développé, lui, le mental bien plus loin. Oui, oui. Et il ne faut pas croire donc que le mental soit un obstacle. Le mental est une étape indispensable à un certain niveau d'évolution de l'être. Il faut avoir développé un mental fort de façon que le fait d'être dans le présent ait une signification spirituelle. Sinon, ça n'a pas de signification spirituelle. Les animaux, les plantes sont dans le présent, on ne peut guère l'être plus, évidemment. Mais ça se passe à un niveau qui n'est pas celui de la spiritualité comme pour les humains, où c'est justement le fait d'avoir un mental fort et donc d'avoir une perception de l'illusion très bien définie, qui donne au monde une signification bien particulière, qui fait qu'on peut s'en détacher. Et si on n'a pas ce mental fort, on ne peut pas s'en détacher.
du mental et on ne peut pas passer au-dessus de ce mental. Ce sont des étapes, c'est comme l'amour, n'est-ce pas? Évidemment, l'amour chez les animaux, il est très développé, chez les plantes, il est très développé aussi, mais ce n'est pas la même chose. Parce que pour que l'amour ait une réelle signification, il faut une réelle séparation. Et les animaux commencent à ressentir cette séparation et à ressentir cette solitude les uns par rapport au reste du monde, les uns par rapport aux autres. Il y a une distanciation qui s'est opérée. Chez les végétaux, beaucoup moins. Et chez les animaux, ce n'est que tardif. Toutes les espèces ne sont pas dans ce cas-là. Les poissons, les oiseaux vivent en groupe. Et c'est vraiment une âme groupe. C'est-à-dire, on le voit d'ailleurs quand on voit des poissons, des bancs de poissons partir dans le même sens instantanément, ou des oiseaux changer de direction comme ça, comme si c'était un seul être. Ben, effectivement, c'est un seul être. C'est un seul être. Et ça, c'est d'ailleurs un des signes qui devrait interpeller beaucoup plus. Parce que si c'est possible pour les oiseaux, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule conscience en réalité. Parce que si les consciences étaient séparées les unes des autres, ce genre de choses serait totalement impossible. Nous aussi, en tant qu'humains, on a cette capacité, d'une certaine façon, à vivre de façon communautaire, un peu en âme groupe, mais beaucoup moins. Et ce qui est important pour l'homme, c'est justement de se sentir seul. La solitude est vraiment un des caractères propres de l'être humain, indispensable, et qui commence à se développer chez l'animal. Il met du temps à se développer chez l'animal. Beaucoup d'animaux n'ont pas encore ce sentiment de solitude. Et lorsqu'il se développe beaucoup, et lorsqu'on se sent vraiment séparé avec les autres, alors le fait d'aimer les autres commence à avoir une signification spirituelle. Avant, il n'a pas de signification spirituelle, c'est simplement quelque chose d'absolument naturel et inévitable. Mais évidemment, c'est aussi touchant et aussi vrai que n'importe quelle forme d'amour. Et évidemment, cet amour des animaux ou des plantes est bien plus élevé que celui des humains, qui doivent refaire tout un cheminement pour le développer. Mais c'est justement le fait de le développer qui nous fait évoluer spirituellement. C'est pas le fait d'y être soumis. Et là est toute la différence. Et c'est pour cela que notre mental est si important pour notre évolution. Le mental est un outil fondamental de l'évolution. Et vouloir s'en priver, vouloir l'éliminer et vouloir le renier, c'est une erreur, évidemment. Ce n'est qu'en remettant le mental à sa place, en lui donnant le rôle qu'il doit avoir, en faisant l'usage qu'il faut, en l'élevant vers le supramental, on peut sortir de la condition humaine, sortir de cette condition pour devenir des êtres supérieurs, comme il y en a partout dans l'univers, qui ont dépassé ce stade humain du fait de leur grande capacité d'amour. Merci beaucoup Franck Hatem. Une dernière précision pour nos auditeurs. Est-ce que vous pourriez nous définir et nous dire la différence en 1 minute entre le mental et le supramental? Alors, le mental, c'est justement une limitation de la conscience. Tout est une limitation de la conscience, de toute façon. La conscience infinie n'existant pas, il y a toutes les limitations et tous les niveaux d'évolution sont des limitations différentes. Mais le mental, très simple, il sépare complètement. Il n'est pas en état de percevoir que tout est dans la conscience. Il ne le ressent pas. Il considère qu'il est au centre et que l'univers est à l'extérieur. Et donc il va se bagarrer contre cet univers extérieur, il va exploiter cet univers extérieur, il a peur de cet univers extérieur et c'est pour ça qu'il va vouloir le contrôler ou avoir raison, etc. Ça, c'est le propre du mental. Le supramental, c'est justement quand on a twisté par rapport à ça. Mais l'univers, c'est moi. L'univers, c'est dans ma conscience. Je suis le fait de percevoir un univers, et donc l'univers fait partie de moi. Il n'est pas extérieur à moi. D'ailleurs, s'il est extérieur à moi, en tant que conscience, je ne vois pas comment je pourrais en avoir conscience. Je ne peux avoir conscience que de quelque chose qui est dans ma conscience. Si quelque chose n'est pas dans ma conscience, ben, ça veut dire que je n'en ai pas conscience. Il n'y a aucun moyen de passer du physique ou du matériel tel qu'on le conçoit, tel qu'on croit qu'il existe, à la conscience. Il n'y a aucun pont entre les deux.
nous n'avons conscience de la matière que parce que la matière est de l'esprit. Si ce n'est pas de l'esprit, on n'aurait aucune conscience de matière. Si la matière était une réalité en soi. Et donc le supramental, c'est ce moment, ça commence à partir du moment, c'est l'initiation d'ailleurs, où soi et l'autre ne font plus deux. Chez les animaux, bien souvent, ça fait plus ou moins deux. On sait, les animaux sont capables de se bagarrer, tout ça, ils ont une concurrence aussi, mais ils sont quand même soumis à cet arme groupe pour une large part. Les humains, ils ont coupé ça, ils ont coupé ces liens. Et il faut qu'ils commencent à faire un chemin de réunification volontaire. C'est le fait que cette réunification soit volontaire qui lui donne toute sa valeur. Il faut que ce soit un effort, il faut que ce soit un travail, que ce se fasse en conscience, effectivement, que cette évolution se fasse. Et donc, au bout d'un moment, l'unité, on s'aperçoit qu'elle est là, qu'elle a toujours été là, qu'elle sera toujours là, simplement on s'en apercevait pas. On croyait que l'univers était extérieur ou que l'autre était extérieur, et puis un jour, on se dit, mais non, l'autre est dans ma conscience, puisque j'en ai conscience. Il est dans la conscience. Et je ne suis pas... Et cette personne aussi est dans la conscience. Ce n'est pas ma conscience, ce corps n'est pas ma conscience. Ce corps est dans la conscience comme les autres corps. C'est ce qui justifie d'ailleurs d'aimer son prochain comme soi-même. Et c'est pourquoi, à partir du moment où le supramental se développe, à partir du moment où on considère que l'univers c'est soi, eh bien, évidemment, on va aimer son prochain comme soi-même. Et là, toute l'évolution spirituelle de l'amour jusqu'à l'infini, en tendant vers l'infini, eh bien, prend place. Et c'est là que nous sortons des conditions matérielles et des niveaux vibratoires les plus primaires. Ce qu'on veut dire quand on dit que l'homme est un médiateur. C'est le mental qui est un médiateur. Et c'est grâce à ce mental qui est à la musique. Et on sait bien que la musique est médiatrice. Merci beaucoup, Franck Hatem, pour cette explication. Merci à toi et merci à tout le monde. D'ailleurs, d'aimer son prochain comme soi-même. Et c'est pourquoi, à partir du moment où le supramental se développe, à partir du moment où on considère que l'univers c'est soi, eh bien, évidemment, on va aimer son prochain comme soi-même. Et là, toute l'évolution spirituelle de l'amour jusqu'à l'infini, en tendant vers l'infini, eh bien, prend place. Et c'est là que nous sortons des conditions matérielles et des niveaux vibratoires les plus primaires. Ce qu'on veut dire quand on dit que l'homme est un médiateur. C'est le mental qui est un médiateur. Et c'est grâce à ce mental qui est à la musique. Et on sait bien que la musique est médiatrice. Merci beaucoup, Franck Hatem, pour cette explication. Merci à toi et merci à tout le monde. Énorme, énorme. Ah, c'est vraiment un format extraordinaire. Je pense que ça va beaucoup plaire, cette série du lundi. Parce qu'on en apprend des choses. Et justement, avant de lire la question, les deux questions qu'il y a dans le chat, voilà, je dénote quelque chose de vraiment très, très important. Est-ce que vous pouvez, Franck Hatem, reclarifier rapidement, parce qu'après, on va essayer quand même de répondre aux deux questions et on fait une émission de 45 minutes, hein, pas plus longtemps. Pourquoi le mental est nécessaire? Pourquoi il ne faut pas le fuir pour nos auditeurs? C'est l'outil principal de notre évolution en tant qu'être humain. Évidemment, on veut le dépasser, mais ce n'est pas parce qu'on veut le dépasser qu'il faut l'éliminer. Sinon, il n'y a plus d'être humain et donc il n'y a plus d'évolution possible. Il ne peut pas y avoir le haut de la pyramide s'il n'y a pas le bas de la pyramide. Et tout ce bas de la pyramide, il est en nous et on ne va pas l'éliminer. Ce n'est pas parce que nous sommes des êtres humains qu'il n'y a plus en nous l'animal. Nous sommes aussi un animal avec des bras de jambes, on mange, etc. Et ce n'est pas aussi pour ça qu'on n'est plus végétaux. On est végétaux parce que justement, on mange et donc on a des échanges chimiques, on absorbe l'énergie du soleil, etc. Tout ça, c'est le végétal en nous. Et puis le minéral, c'est notre corps. Hein. Notre corps, c'est fait avec des sels minéraux. Il ne faut pas l'oublier. Donc si on veut éliminer une étape sous prétexte qu'on a atteint en conscience une étape supérieure, eh bien, tout disparaît.
on peut pas avoir les nombres, le nombre 25 sans le nombre 24. Hein. Si vous supprimez le nombre 24, le nombre 25, il n'existe plus, bien entendu. C'est pour ça que le mental est éminemment respectable, mais tout dans l'univers est éminemment respectable. Il n'y a pas une chose qu'on doive éliminer ou qu'il soit justifié de chercher à l'éliminer. Rien n'est notre ennemi. Rien, absolument rien n'est notre ennemi. Tout nous constitue et tout nous permet de nous réaliser et d'atteindre l'infini. Parce que pour qu'il y ait l'infini, il faut tout simplement. Alors, ça, c'est difficile à appliquer dans la vie de tous les jours, tout le temps. Hein. Parce que c'est vrai qu'on peut le savoir au niveau de la théorie, mais après, l'appliquer dans la vie de tous les jours, tout le temps, sans jamais se tromper, bon, bah, c'est pas possible. On fait toujours le yo-yo, hein. Faut pas être trop dur avec soi-même non plus. On a le droit de se tromper, c'est OK de se tromper, quoi. C'est une évolution, et c'est à ça que sert l'ontologie. Comprendre de mieux en mieux pour avoir un comportement de plus en plus juste. On ne va pas avoir un comportement parfait du jour au lendemain, ce n'est pas la peine d'y penser. Il faut se respecter en tant qu'évolution. Nous sommes évolution, nous ne sommes pas un être qui a vocation, qui est parfait en soi. Si on veut être parfait, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. On est forcé d'être évolution. Nous ne sommes que cette évolution. Et l'erreur spirituelle et psychologique habituelle, c'est de se considérer comme une personne, c'est-à-dire comme une étape dans l'évolution, alors que cette étape dans l'évolution change tout le temps, on est tout le temps en train d'évoluer. Et en fait, nous sommes l'évolution elle-même et pas du tout une étape de l'évolution. Tu posais la question dans la vidéo, qu'est-ce que c'est que le supramental par rapport au mental? Ben, c'est ça aussi, n'est-ce pas? C'est aussi de se rendre compte que nous ne sommes pas cette personne. Cette personne, c'est une étape, et encore, cette personne n'est pas définissable parce que cette étape change tout le temps. À chaque instant, on est différent. Nos cellules ne sont plus les mêmes, nos pensées, nos mémoires ne sont plus les mêmes. Donc, on change tout le temps, et donc on ne peut pas se définir en tant qu'ego, en tant que personne. Alors que notre mental, il veut toujours nous accrocher à cette personne. Il veut toujours qu'on reste quelque chose qu'on a été et ne pas en bouger parce qu'il a peur de l'inconnu, il a peur de l'infini, il a peur du néant, il a peur de tout ça. Donc, ce qui est nécessaire, c'est de le rééduquer, de lui apprendre à ne pas avoir peur pour qu'au lieu de s'identifier à une personne, il s'identifie au fait de passer d'une personne à une autre. Et à ce moment-là, non seulement l'évolution va de soi et on a moins de chances de souffrir, puisqu'on est obligé d'évoluer. Si on s'accroche à ce qu'on est, forcément on souffre, parce que ça bouge tout le temps, ça change tout le temps, et nous on ne veut pas, on veut freiner, etc. Donc il y a forcément plus de souffrance. Donc grâce à l'ontologie et à la connaissance, il y a moins de souffrance. Et c'est aussi pour ça qu'on peut véritablement se reconnaître pour ce qu'on est. Nous sommes cette évolution, nous ne sommes pas une étape dans l'évolution. Et ça, c'est le supramental. Le supramental, ça consiste à ne plus se considérer comme une personne, mais à se considérer comme l'évolution elle-même, dont toutes les personnes sont un élément constitutif indispensable. Et que nous sommes tous nécessaires les uns aux autres, justement, parce que, comme les nombres sont nécessaires les uns aux autres, chacun est une étape dans l'évolution. Et nous sommes le fait de passer d'une personne en une autre, d'une étape de l'évolution à une autre étape de l'évolution, et cela le plus directement possible, le plus vite possible. C'est aussi d'ailleurs ce qui permet de ne plus avoir peur de la mort, ce qui est absolument fondamental. Tant qu'il y a peur de la mort, il y a frein, il y a recherche du pouvoir, il y a recherche de contrôle, et il n'est pas possible de passer dans le supramental avec la peur de la mort. C'est quelque chose qui va disparaître de toute façon, qui va disparaître pour tous ceux qui veulent bien comprendre ce que c'est que soi. Oui, alors, ce qui me fait penser, pas uniquement la peur de la mort physique, ça peut être la peur de la mort de l'habitude. C'est souvent ça aussi. Quelle différence? Oui, c'est une sensation. Oui, il n'y en a pas. Alors, on va passer aux questions. Il y a une question de Reiki Stéphane. Alors, je vais la mettre. Voilà. Il m'arrive très fréquemment de vibrer réellement sur des voix ou des musiques bien spécifiques. Qu'est-ce qui fait que l'émotion est très forte lors de ces écoutes? Comme toutes les émotions positives, parce qu'il y a deux sortes d'émotions. Il y a les émotions liées aux habitudes, comme tu disais, qui sont que je perds mon habitude, je ne suis plus dans la sécurité, donc j'ai une émotion négative. Mais il y a aussi toutes les émotions positives qui consistent à se rapprocher de ce que nous sommes vraiment, de se rapprocher du but. Et ça se fait par tout un tas de choses. Chaque fois qu'on se sent en unité avec quelque chose qui nous apparaissait extérieur avant, c'est une émotion positive.
Parce que dans un premier temps, on a l'impression que c'est extérieur, et dans un second temps, on s'aperçoit que c'est soi. Et donc, on se rapproche de notre réalité infinie. Et là, c'est une émotion positive extrêmement importante. Et c'est ce qui se passe avec la musique, mais avec n'importe quoi, avec la peinture, avec la nature, etc. Il y a des moments comme ça, des moments privilégiés de fusion avec la nature, de fusion avec une autre personne, ou de fusion avec une musique, parce que cette musique exprime des choses. Elle n'est pas neutre, elle ne dit pas n'importe quoi. Elle dit quelque chose de précis. Et si cette chose de précis me ramène à quelque chose de plus proche de ma réalité, eh bien, j'ai une émotion positive avec. Et c'est très important. De même, je peux avoir des émotions négatives avec des musiques qui me tirent vers le bas. Ça existe aussi, bien sûr. Mais bon, en tout cas, cette remarque-là est très, très importante. Et il faut y être attentif pour tout, parce que chaque rencontre avec notre univers est un prétexte pour se sentir en unité avec cet univers. Et ça, là est la difficulté. Comme tu dis, on ne peut pas y être tout le temps bien, tout le temps en harmonie, etc. Non, c'est évident. Mais c'est parce que nous sommes une progression. Nous sommes une progression vers cela. C'est-à-dire que l'amour devient de plus en plus inconditionnel. Ça veut dire quoi l'amour inconditionnel? Ça veut dire qu'on se sent de plus en plus en unité avec ce qui avant nous paraissait extérieur. Et puis d'un seul coup, puisqu'on s'en unité avec, ça nous paraît intérieur. Et donc on a progressé vers la 5e dimension. C'est tout le propos de notre chaîne d'ailleurs. Oui, oui. Excellent. Tu as une émotion positive, là, c'est chouette. Oui, en fait, c'est-à-dire que moi, ça m'a fait super plaisir de comprendre qu'on était des complexes en fait d'amour et de conscience, et qu'à chaque fois qu'on avait des prises de conscience, en réalité, notre niveau d'amour augmentait, ça va de pair. Donc, parce que on nous apprend depuis qu'on est tout gamin que l'amour, c'est juste l'amour au premier degré en version 3D. Alors dès qu'on le voit en version 5D, c'est-à-dire en tant que complexe, et d'ailleurs qui n'est pas seul et qui n'est pas premier en plus, ça change tout le concept et la compréhension qu'on peut avoir de l'amour et donc de la conscience. Ben oui. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on n'aimera jamais assez, on aimera toujours de plus en plus et on aura toujours l'impression que c'est insuffisant parce que la conscience est toujours là pour maintenir la distance avec un monde extérieur. On a absolument besoin de ce monde extérieur puisque l'infini n'est pas possible. Et ça, on en parlera en métaphysique. Oui. Alors, Olivia, bonjour. Où les vibrations de celles-ci peuvent-elles guérir et rééquilibrer les chakras? Alors, attendez, Franck, s'il vous plaît, parce que en fait, je pense que c'est lié avec la question d'ici, enfin, avec la phrase d'ici, c'est-à-dire pas d'accord que les animaux oublient, nous avons été méchants, pas toujours les chevaux n'oublient pas, surtout les hybrides. Évidemment qu'ils ont une mémoire, mais cette mémoire est énergétique, c'est-à-dire que c'est au niveau des vibrations. Et en fait, je pense que c'est une mémoire quand même. C'est une vraie mémoire quand même, oui, bien sûr. Les animaux se souviennent de ce qu'on leur a fait. S'ils ont ressenti de l'amour, ils sont contents. Ils vont exprimer de la gratitude. Il y a beaucoup d'animaux qui font ça. Il y en a quand même un grand nombre d'animaux pour qui cette mémoire, par exemple, ne va jamais donner lieu à de la rancune ou jamais donner lieu à des choses comme ça. On s'en souvient, c'est certain. Mais bon, dans le discours, c'était un peu schématique, bien sûr. Ce qui est important, c'est quand même, c'est une évolution, donc il y a des étapes différentes et il y a des moments où la mémoire des animaux, à certains niveaux d'évolution de ces animaux, se rapproche beaucoup de la mémoire telle qu'on la vit en tant qu'être humain. Et même à la limite, il peut y avoir des animaux qui ont de la rancune. Ça peut arriver. En général, c'est le propre des humains. Mais ça peut aussi venir chez les animaux au bout d'un moment, un moment de leur évolution. Et pourtant, ce n'est pas naturel pour un animal d'avoir de la rancune. Certes, il se sentira bien, il se sentira en sécurité avec quelqu'un qu'il aime, mais de même, il va quand même régulièrement se remettre dans le présent et rester dans le présent. Et si ça change, c'est comme ça. S'il revoit des années après quelqu'un avec qui il a été gentil, il va s'en souvenir sans aucun doute. Mais entre-temps, il ne va pas entretenir cette mémoire
en disant j'ai des regrets ou j'ai des attentes ou oh, celui-là, il n'est pas aussi bien que celui que j'ai connu précédemment. Tout ça, c'est le propre des mémoires humaines, ce n'est pas des mémoires animales. C'est ce que je veux dire. Évidemment, les animaux ont de la mémoire et les animaux beaucoup sont très proches de nous. Ce n'est pas du tout méprisant pour les animaux, ce que je dis, bien au contraire. Oui, mais c'est la preuve qu'ils développent leur mental, en fait. Alors, du coup, les vibrations de celle-ci peuvent-elles guérir et rééquilibrer les chakras en parlant de la musique ou les vibrations de la musique? Il y a toujours une influence vibratoire de quoi que ce soit des couleurs, des sons, etc., qui ont une influence sur notre physiologie, sur tous nos chakras, sur toute notre vie. Mais ces influences ont peu de chances d'être définitives parce que la cause des déséquilibres au niveau des chakras ou d'autres choses, elle est intérieure et elle est psychologique. Et le but est de résoudre les problèmes à la cause, pas de changer les symptômes. Un chakra qui n'est pas parfaitement, on dit ouvert ou qui tourne bien, etc. Il y a une cause à ça. Cette cause, c'est des croyances, c'est des comportements, c'est des attitudes psychologiques. Si on ne change pas ces attitudes psychologiques, bon, on peut le remettre en route, on peut améliorer des choses, comme un ostéopathe va remettre une vertèbre à sa place. Mais si vous continuez à avoir des mauvaises positions, bah, votre vertèbre elle va se déplacer, évidemment. Donc, c'est évidemment, toutes ces influences extérieures sont bonnes à prendre. Elles sont bonnes à prendre, mais il ne faut pas en attendre plus que ce qu'elles peuvent nous apporter. Ouais. Alors du coup, on va pouvoir avoir une des dernières questions. Je ne sais pas si elle fait partie de l'ontologie celle-là, mais on va la mettre quand même. Vas-y. Je m'attends à tout. C'est bec d'oreille sur la vidéo. Oui, ben. Les oreilles d'elfe sur la vidéo. Oui. Et la question, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, rien du tout. Il ne faut pas chercher forcément de signification symbolique à tout ça. J'avais envie de jouer de la jazzoflûte comme ça pour s'amuser. Et je me suis dit, tiens, ça va bien avec les oreilles d'elfe, surtout avec les piafs derrière. Comme ça, on a l'impression d'être un être de la nature. C'est plus rigolo. Alors, je regarde. Bon, on est 20h15, donc du coup, on va pouvoir couper pour aujourd'hui. De toute façon, alors, normalement, demain, je suis avec David Rousseau, donc pour l'émission extraterrestre, à 29h. Et revoilà Fistoulik que vous avez vu sur l'image, mais vous ne voyez pas sa tête parce qu'elle était sur mes genoux. Et maintenant, vous la voyez un peu mieux. Alors, salut Fistoulik. Alors, demain, donc, on sera avec David Rousseau. Et ce que je voulais annoncer, c'est aussi, donc à partir de 19h30, on aura David Rousseau. Franck, si vous voulez être présent parmi nous, avec grand plaisir. Avec plaisir, oui, pourquoi pas. Et mercredi, donc normalement, donc c'est une émission où on va traiter tous les mercredis de haute métaphysique athénienne, sauf que le dernier mercredi de chaque mois, Franck donne une conférence pour les étudiants de l'UFM où les étudiants de l'UFM peuvent poser leurs questions très spécifiques en haute métaphysique à Franck. Et on va donc la retranscrire à notre émission de mercredi. Hein. Bonne idée. Et je vous présente Dassi, la maman de Fistoulik. Voilà. Qui aime beaucoup la musique. Et puis on va terminer en beauté, on va terminer avec les cactus. Oh, si tu veux, ce sera avec plaisir. Allez. On va voir sévir. Après tout, le ridicule ne tue pas. Et tant qu'à faire qui a commencé dans le ridicule, autant aller vers l'excellence, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En plus, c'est d'actualité. Donc, je vous embrasse tout bon, tous les spectateurs de cette chaîne et en replay aussi. Donc, voilà, à demain, 19h30. En attendant, on écoute Les Cactus par Franck Adem. Bonsoir tout le monde, merci. Au revoir. Au revoir, Franck. Excusez-moi, je vous ai coupé un petit peu trop rapidement. Salut Mathieu, c'est pas grave. Je sais pas ce que ça va donner. On va le savoir tout de suite.
Salut!